Bonjour Edouard. Bonjour Cédric. Nous avons décidé aujourd'hui d'aborder différents sujets, comme souvent. On aurait pu parler du climat, en tout cas du temps qui fait en ce moment en Normandie, dans les pays de la Loire et dans le sud de la France, mais on va quand même se concentrer sur des sujets plus géopolitiques ou en tout cas plus politiques. Si je peux faire une petite remarque, moi je suis historien, et ce qui me fait toujours sourire, c'est quand on a des commentateurs qui veulent absolument prouver le dérèglement climatique ici et maintenant, et qui disent on n'a jamais vu ça, et puis au bout d'un moment ils vous disent ah bah ça, il n'a pas plu comme ça depuis les années 50. Alors effectivement, est-ce que les commentateurs font référence à leur année de naissance, ce qui est tout à fait honorable, ou bien est-ce qu'on a une perspective historique? Il faut se rappeler la crue de la Seine à Paris. 1901, je crois. 1900, c'est avant la Première Guerre mondiale. Oui. C'est 1906 ou 10, de oui, mémoire. Oui. Bon, les données du climat sont des données complexes. L'histoire est très utile parce qu'elle permet de comprendre là où il y a vraiment des choses inouïes et puis d'autres où c'est la variation naturelle du climat. Oui, bon, je m'arrête là parce que je vais me faire traiter de... C'est certain. Souvenons-nous, moi ce qui me marque le plus, c'est le nom Groenland. C'est Greenland, donc le pays vert. Donc ça veut dire que le climat n'était pas le même du temps d'Éric le Rouge qu'aujourd'hui. Voilà, Éric le Rouge dont on dit qu'il serait allé jusqu'aux États-Unis. Peut-être un premier point sur notre touriste de l'Élysée, qui est en Inde en ce moment. On espère que sa seule présence permettra de faire bien avancer les dossiers. Lors de la dernière conférence de Paris sur l'IA, parce que c'est une grande conférence sur l'IA notamment qui a lieu en Inde, les sujets se concentraient sur la sécurité et la réglementation. Là, je crois qu'il est davantage question d'application de l'IA dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'action climatique. Cette réunion en Inde va faire avancer les choses dans ces domaines-là. Il y a deux choses en ce qui concerne Macron. C'est bien qu'il soit en Inde. J'espère que le contrat sur les Rafales sera signé définitivement. On aurait une belle perspective pour l'industrie de défense française. Bon, c'est surtout Dassault d'ailleurs qui est responsable de cette réussite. Macron, moi, ce qui me gêne chez Macron, c'est qu'il a abandonné la dignité de ce que devrait être un président français. Maintenant, il fait comme les chanceliers allemands, c'est-à-dire qu'il est devenu le représentant de commerce de l'industrie française. J'en parlais hier avec un collègue indien qui me disait c'est pas ça qu'on attend de la France. Ce qu'on attend de la France, c'est une vision sur le monde multipolaire. Malheureusement, Macron en est incapable. Il me disait aussi ce qu'on attend de la France, c'est le retour à la primauté du droit international, parce qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime totalement, c'est la réputation de notre pays, de nos juristes d'autrefois, en matière de défense du droit international. Et donc Macron, avec son côté mouche du coche, il va là-bas pour engranger les bénéfices d'un contrat industriel qui va être signé. Il va participer à quelque chose sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la deuxième partie de votre question. Moi, si vous voulez, je pense que la question il y a plusieurs questions sur l'intelligence artificielle. Il y a d'abord, est-ce que l'intelligence humaine va être délogée de ses bastions? Jusqu'à nouvel ordre, l'intelligence artificielle, elle est nourrie par l'intelligence humaine. Donc la question, effectivement, c'est un déficit de formation. C'est l'éducation qu'on va donner aux enfants, aux jeunes gens, et aussi aux adultes qui seront, par exemple, sans emploi à cause de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va former les gens pour qu'ils apportent quelque chose et pour qu'ils puissent maîtriser ces outils? Ensuite, je pense qu'il y a un effet de mode sur l'intelligence artificielle qui se développe de manière extrêmement rapide, mais dont on ne peut absolument pas pour l'instant mesurer les impacts. Alors ensuite, il y a d'autres aspects. Il y a des aspects éthiques. Par exemple, à Gaza, l'armée israélienne a franchi un seuil
que l'armée américaine n'avait pas voulu franchir jusque-là, qui est de laisser les machines et l'intelligence artificielle décider des cibles et déclencher les frappes. Donc, c'est-à-dire exclure l'humain de la décision en matière militaire. Alors, d'autant plus que là, il s'est agi de frapper des civils. Donc ça, c'est sur le plan éthique, c'est extrêmement grave. Mais en même temps, il y a en ce moment un grand débat. Je crois que c'est la société Anthropic, c'est ça, qui est derrière l'intelligence artificielle Claude, et qui est écartée par le Pentagone parce qu'elle met des frontières des limites à l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle dans ce qu'elle développe. Et Peter Hegseth, le secrétaire à la Défense, a dit que c'était inadmissible. Donc tout ça montre bien, il y a des enjeux énormes. C'est pas une conférence qui va résoudre ça. Et puis moi, ce que j'attends avec impatience, ce seront les prises de position du pape Léon XIV, puisqu'il a annoncé au début de son pontificat que l'une des raisons pour lesquelles il avait choisi le nom de Léon, c'était en référence à Léon XIII. Léon XIII a développé la doctrine sociale de l'Église face à la première révolution industrielle, et là, face à la troisième révolution industrielle, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a du point de vue de l'Église catholique? Ça va être extrêmement important aussi. Restons dans le militaire, mais quittons l'IA. Parlons peut-être un petit peu du nucléaire aujourd'hui et de ce que Macron entend faire de notre défense nucléaire. Hein, est-ce qu'il va y avoir un élargissement proposé à l'ensemble de l'Europe? Ça me semble être une question d'une gravité assez fondamentale. Alors, il faut savoir que Macron ne comprend rien au nucléaire et déteste le nucléaire français. On a un épisode dans le livre de Marc Andevelde qui s'appelle L'Emprise sur la politique étrangère française au début de l'ère Macron, dans lequel il raconte que pendant la commission Attali, Macron avait proposé de supprimer le financement de la dissuasion nucléaire française qui ne servait à rien et que l'Allemagne n'avait pas. Alors, ça a tellement choqué les participants, il a fallu que Jacques Attali se fâche. Même Macron a réussi à énerver Attali, donc c'est dire. Donc je pense qu'il n'a... si vous voulez, c'est comme surtout, le problème de Macron, c'est qu'il n'a aucun lien charnel avec ce pays, avec son histoire. Il n'éprouve rien, en fait, concernant la France. Il a même parlé d'une absence de culture, ou en tout cas Oui, il n'y avait pas de culture française, etc. Et il est capable de dire tout et son contraire, ce qui n'est pas la logique française. Enfin, de ce point de vue-là, Macron, c'est absolument l'anti-De Gaulle. Pour De Gaulle, le principe d'identité en matière logique était fondamental. La France est la France, parce que ceci, parce que cela, la Russie est la Russie, parce que, etc. Et donc Macron, conceptuellement, il peut dire n'importe quoi, et donc dire on va mettre la dissuasion nucléaire au service de l'Europe. Mais c'est oublier complètement que la dissuasion nucléaire, c'est par définition une question nationale, puisque c'est le chef de l'État, chef des armées, a ce pouvoir de déclencher une frappe nucléaire en dernier ressort, si le pays est menacé absolument dans ses intérêts vitaux, mais c'est une décision qu'il prend devant le peuple français. Ça ne peut pas être autrement. Et De Gaulle n'a jamais rien dit d'autre, quoi qu'on essaye de lui faire dire aujourd'hui. Donc, et puis, vous imaginez en ce moment, on a une Allemagne extrêmement belliciste et extrêmement agressive qui déclenche une guerre avec la Russie. C'est possible, hein, parce que Friedrich Merz est un être assez déséquilibré, qui a une espèce de pulsion, de violence, de puissance dès qu'il s'agit de la Russie. Alors il essaye de la contenir par moments, mais vous imaginez s'il nous entraîne dans un conflit avec la Russie, contraire à nos intérêts, et nous on a promis la protection nucléaire française. Enfin, c'est insensé. Si les Polonais font la même chose, les Polonais qui veulent eux-mêmes acquérir l'arme nucléaire, enfin, on est dans le grand n'importe quoi. Je pense que les gens ne savent plus ce que c'est que l'arme nucléaire, que la dissuasion, et ils ne comprennent pas qu'on ne joue pas avec ces sujets.
Restons sur Macron, on parlera à nouveau de Merz ensuite. On voit qu'il y a un énième dévoiement des institutions avec la nomination de Montchalin comme présidente de la Cour des comptes, la démission de Villeroy de Galhau, de la Banque de France. Et là, on nous parle, je crois, depuis hier, de Christine Lagarde qui envisagerait la même chose, c'est-à-dire de démissionner de son poste à la BCE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces gens-là mettent en péril la stabilité de nos institutions et cassent cet équilibre des puissances institutionnelles. Est-ce que c'est naturel d'agir ainsi? Ou est-ce qu'il faut être un peu un traître à son pays pour dévoyer ainsi ces institutions qui sont le cadre qui permet à la France d'être ce qu'elle est? Alors écoutez, moi, je pense que d'abord il n'y a rien de nouveau sur le fait que Macron place des gens à lui, éventuellement incompétents, à des postes clés pour tenir les choses. Bon. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a rien de nouveau. Moi, ce qui m'effare, c'est chez les opposants à la nomination d'Amélie de Montchalin, qui disent, vous vous rendez compte, elle a 40 ans et quelques, et elle sera nommée pour 25 ans, jusqu'à 67 ans, pour 27 ans. Mais, non mais, attendez, on est dans quel monde là? J'espère que quand il va y avoir un gouvernement digne de ce nom en France, quand il va y avoir un président qui aura vraiment décidé de changer le pays, Madame de Montchalin fera partie des premières personnes limogées et remplacées. Je veux dire, c'est une question qu'il va falloir poser. Moi, je trouve que les opposants sont totalement amorphes. Enfin, c'est vrai de tous les partis. J'entends bien ce que vous dites, mais ça veut dire que les institutions sont un peu fracassées. Alors, ça veut dire qu'on vient dans un système à l'américaine où le président arrive avec son administration. Non, je pense que le mal est beaucoup plus profond encore. C'est pas une simple question d'alternance. Ce que je veux dire par là, c'est que il y aura une purge à faire. Alors on est en démocratie, ça se passera avec un mandat clair donné lors d'une élection, mais il y a un certain nombre de gens qui devront partir tout simplement parce qu'ils auront servi le système Macron, le système Hollande, le système Sarkozy et bien d'autres, et qu'ils auront abusé, ils auront fait partie de ce système qui joue contre les intérêts de la France. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Et donc, ça ne sera pas simplement une alternance. Il y aura une véritable purge de la haute fonction publique à faire, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont trahi les intérêts du pays. Madame de Montchalin est quelqu'un qui a creusé le déficit de la France et qui ensuite serait chargé de nommer de contrôler les déficits français et de donner des avis là-dessus. Oui, ça fait pas beaucoup de sens. De qui se moque-t-on? Et de toute façon, servir Macron en soi, c'est une trahison des intérêts du pays. Donc, il y a quelque chose là qui devra être radical. Alors, ça ressemblera, de mon point de vue, beaucoup plus à la révolution de 1989 dans les pays de l'Est, dans les pays sortants du communisme. Mais il y a, de ma part, aucun appel à la violence. Je n'aime pas la révolution de 1789, mais celle de 1989, dans les pays de l'Est, elle a été un modèle et elle a conduit au remplacement de toute une élite qui avait failli. Et bien là, c'est la même chose qu'il faudra faire. Et il faudra le faire. Et il faut une mobilisation démocratique dès maintenant pour ça, pour faire prendre conscience aux gens. Parce que Madame de Montchalin resterait 28 ans à son poste. Mais n'essayez même pas de nous convaincre. Il n'en est pas question. Elle sera parmi les premières à être remplacée lorsqu'il y aura un gouvernement défendant les intérêts français. Vous préconisez également, dans certains de vos écrits, un nouveau jeu d'alliance, c'est-à-dire sortir un petit peu de cet Occident, qui peut nous ramener aussi à l'affaire Epstein et à tout ce qui se passe aujourd'hui, et plutôt se tourner vers des pays qui, aujourd'hui, sont des pays qui peuvent notamment faire partie des BRICS. Oui, alors, en fait, j'ai effectivement publié 2 articles là-dessus, j'en publierai un troisième, mais pour résumer, d'abord, quelles sont nos alliances aujourd'hui? Nos alliances sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne,
Israël, nous sommes enserrés dans le cadre de l'Union européenne, et j'identifie ce que j'appelle la pentapole du suprémacisme occidental, c'est-à-dire Washington, Londres, Bruxelles, Berlin et Tel Aviv. Ce sont des endroits où les gouvernements ne croient pas à l'égalité entre les peuples. Ils prônent une hiérarchisation des relations internationales au profit de ce qu'ils appellent l'Occident. Et ça, pour moi, c'est létal pour la France. C'est mortel pour nous, ça nous asphyxie, ça nous éloigne de ce que nous sommes, puisque nous sommes une nation romaine d'esprit, qui a connu le catholicisme. La Révolution française, dont je disais tout à l'heure que je ne l'aime pas pour sa violence, mais elle a continué dans l'idée qu'il y avait une égalité fondamentale entre les peuples. Elle a été malgré tout émancipatrice. Bon, et il y a donc, pour nous sommes, en fait, ce que je dis dans mon premier article, c'est que nos amis sont de faux amis. Ce sont non pas nos meilleurs amis, les puissances que j'ai citées, ce sont nos meilleurs ennemis, parce que ce sont ceux qui nous détournent d'être nous-mêmes, d'être la France, c'est-à-dire un pays, comme le disait le général de Gaulle, il existe un pacte 20 fois séculaire entre la France et la liberté du monde. Bon, et c'est ça qui doit nous guider. Et donc, à partir de là, il faut réfléchir à ce que sont les atouts de la France. Alors, quels sont ces atouts? D'abord, retrouver notre histoire, et notre histoire, je faisais allusion à Rome. Pour moi, la France, elle naît en 48 après Jésus-Christ, quand les notables gaulois vont voir l'empereur Claude et demandent à avoir accès au Sénat romain. C'est une revendication de l'égalité entre les peuples dans l'Empire romain. C'est la première manifestation de l'esprit politique français. Ça, c'est extrêmement fondamental. Et donc, il faut retrouver le sens de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il faut nous tourner à nouveau vers la Méditerranée. La Méditerranée, c'est fondamental pour nous, c'est pas simplement notre histoire, c'est aussi notre avenir. C'est nous rappeler que l'Empire romain, il avait plus qu'un pied en Afrique. Et donc, c'est la question de nos relations avec l'Afrique du Nord, avec l'Afrique subsaharienne, c'est la question de la régulation des migrations, c'est la question de notre contribution au développement de l'Afrique qui est le grand continent de demain, non plus sur le mode corrompu et pourri de la France-Afrique, mais en nous mettant au service de tous ces pays. Alors, ça nous renvoie à une deuxième dimension, qui est celle de la francophonie. Nous avons une chance folle. Dans 30 ans, il y aura environ 800 millions de francophones. Vous vous rendez compte l'atout que c'est pour notre pays? On nous parle des grands ensembles, on nous parle du milliard 4 de Chinois, du milliard 4 d'Indiens. Mais face à ça, la France, elle a un atout extraordinaire. C'est il faut reprendre sur un mode d'égalité absolue entre les nations, mais la notion de communauté française que le général de Gaulle avait développée après la décolonisation, mais de manière sans doute prématurée. Les esprits n'étaient pas prêts. Il faut préparer les esprits à ce que la France se mette au service de la francophonie. Après ça, je vais expliquer le but ultime. Et puis, on a un atout aussi extraordinaire, qui est notre outre-mer. Alors là, je confonds pas la francophonie et l'outre-mer français, qui, lui, est de la souveraineté française. Et alors, ça nous met à tous les points clés de la planète. Ça nous met face à l'Amérique centrale et à l'Amérique latine avec les Antilles et la Guyane. Ça nous met dans l'océan Indien, près de l'Afrique du Sud, près de Madagascar, etc. Ça nous met en plein Pacifique avec la Polynésie, entre autres. Donc on a, puis sans compter Saint-Pierre-et-Miquelon, si vous mettez la force de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Québec francophone, vous voyez bien que nous pouvons être un coin dans les projets américains d'annexion du Canada. Tout ça nous amène à quelque chose d'extrêmement important. La France peut avoir une mission, un rôle à jouer essentiel dans le monde de demain. On va prendre un autre point de vue, le développement des BRICS. Vous voyez bien que les BRICS, ils ont un point d'ancrage fort, qui est en Asie, et avec la Russie, la Chine, l'Inde, et en fait, c'est les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Bon.
Mais quand vous regardez les pays qui aspirent à faire partie des BRICS, vous avez en fait une diagonale. Si je prends une planisphère, et la planisphère classique, on me pardonnera. Donc avec l'Europe au centre. Je reste avec l'Europe et l'Afrique au centre. On a une diagonale qui va de Vladivostok potentiellement jusqu'à Santiago du Chili, l'Amérique du Sud. jusqu'à l'Amérique latine. Et en fait, on voit les candidatures aux BRICS, ou le fait que le Brésil en fasse déjà partie, mais qu'un certain nombre de pays africains veuillent y adhérer. Bon, certains en sont déjà. Et il y a cette diagonale. Sauf qu'on comprend bien qu'autant les Chinois, les Russes, les Indiens ne laisseront pas les Américains contrôler l'Asie. Et d'ailleurs, je pense que ça va être décisif pour soutenir l'Iran actuellement. Autant la guerre risque d'être terrible entre occidentaux et animateurs des BRICS en Afrique et en Amérique latine. On sent bien que c'est ça qui se joue. Et c'est là que la France a un rôle à jouer. Parce que vous regardez une autre diagonale, je reste sur la même planisphère, qui est celle de la francophonie. Regardez que la francophonie, elle part du Canada, elle va jusqu'en Afrique de l'Ouest et ensuite elle va jusqu'à la Réunion, Maurice et Madagascar qui reste en grande partie francophone. Bon, vous voyez, il y a cette diagonale-là. Ça veut dire que pour la France, la France devient dans ce cadre-là un atout pour les BRICS. Un atout, mais c'est pas pour les BRICS. C'est pour renforcer la communauté des nations qui luttent pour l'égalité entre les peuples. Macron avait voulu rentrer, je crois, par la petite porte ou par la grande, je ne sais plus. Il a voulu se faire inviter en Afrique du Sud lors du sommet, effectivement, de 2023, ou 2024, pardon, non, 2024, puisque l'année dernière, c'était en Russie, c'est ça, et cette année, c'est en Inde, le sommet des BRICS. Et donc là, mais comme toujours chez Macron, quelqu'un lui a donné l'idée, ça l'a amusé, mais il a fait ça comme un élève de première année de Sciences Po. Oui, ça n'avait pas été très préparé. Et puis de toute façon, comment voulez-vous qu'une France qui est encore dans l'OTAN elle soit prise au sérieux par les BRICS. Alors une France qui est toujours dans l'OTAN, mais une France qui est toujours dans l'Europe, et une France qui dépend finalement de l'euro et beaucoup du dollar. Donc on est aussi tenu par des entités financières qui ne nous laisseront pas sortir comme ça. Et donc la politique, moi, que je préconise, c'est une politique où nous sortons du bloc occidental. Nous reprenons notre indépendance. Et c'est pour moi absolument fondamental d'avoir ça en tête, parce que je reprends ma diagonale des BRICS. La logique d'une diagonale qui va de Vladivostok à Santiago en passant par le Moyen-Orient et l'Asie occidentale et l'Afrique. C'est, si vous regardez bien, l'effet que ça peut avoir, et je comprends que Trump n'aime pas les BRICS, c'est que ça repousse le monde anglo-américain et ses alliés vers les marges. C'est peut-être que demain, l'axe de développement du monde, il va marginaliser le monde anglo-américain. D'autant plus que la Chine, la Russie, l'Inde auront la maîtrise des mers. Et peut-être la France, si on s'y joint, si on relance notre marine, si on a un effort de relance. Et ça ça les Américains, qui d'ailleurs ne construisent plus aucun bateau pour leur marine marchande. Aujourd'hui, les premiers constructeurs, c'est la Chine, la Corée. Les Américains sont en train d'être largués. Et les BRICS, la dynamique des BRICS risque de les marginaliser encore plus. Alors, je comprends que Trump n'aime pas ça, que les Américains, avant Trump même, aient tout fait pour empêcher que l'Argentine entre dans les BRICS. Je comprends la volonté de déstabiliser le Venezuela et tout ça, c'est logique. Mais c'est là que nous, Français, nous avons un rôle à jouer. Donc il faut retrouver le sens de la Méditerranée, qui est notre interface. Est-ce que nous voulons nous détacher de l'Europe du Nord, d'ailleurs, qui ne nous apporte plus rien? Regardez, c'est que des ennuis. Regardez le Premier ministre du Danemark, récemment, Danemark, qui normalement est menacé par les États-Unis au Groenland, qu'a fait Madame le Premier ministre du Danemark? Elle a dit qu'il fallait frapper la Russie. Enfin, ces gens sont fous.
Ils sont stupides. Je ne sais pas. Bon. Je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est peut-être un peu osé, le parallèle avec les commémorations de Nagasaki et d'Hiroshima, et Hiroshima, où les Américains étaient invités, mais pas les Soviétiques. Ça semblait un petit peu étonnant. Oui, mais c'est effectivement, et nous devons, avant même de se poser la question de la méthode pour prendre nos distances avec les dispositifs européens, avec Bruxelles, là, il faut d'abord savoir ce que nous voulons au fond de nous. Et ce que nous voulons au fond de nous, c'est nous rejetons cette Europe du Nord qui est aujourd'hui dans une espèce de déclin assez irrationnel, et avec, je veux dire, aujourd'hui, il faut la priorité, ça va être bien sûr de rompre nos relations dans leur forme existante avec l'Allemagne. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de relations avec l'Allemagne, mais nous ne pouvons plus être subordonnés et nous ne pouvons plus accepter une Allemagne belliciste, une Allemagne militariste. D'autant plus que le traité de réunification de 1990 avait conditionné la réunification de l'Allemagne à ce que l'Allemagne servait la paix. Donc déjà, on va rejeter ça et on va se tourner vers le Sud. Pour moi, c'est la rupture profonde de la politique étrangère française. Alors vous souhaitez rompre avec l'Allemagne au moment où Merz nous propose un saut fédéral, hein, donc avec une Europe avec des groupes renforcés qui ne respecteraient plus la règle de l'unanimité. Alors, visiblement, il y a encore un peu de travail pour arriver à reprendre notre indépendance. Tout ça montre qu'il y a une dynamique qui est devenue complètement folle dans l'Union européenne. Et entre Mme von der Leyen et Friedrich Merz, on ne sait pas quel est le plus nuisible des deux. Donc tout ça doit être... il faut y mettre fin. L'Allemagne a trahi la sincérité et la bonne volonté française. Il faut dire les choses aux Allemands aujourd'hui. La France a beaucoup donné, elle a favorisé la réunification de l'Allemagne, elle aurait pu s'y opposer, elle a voulu le traité de Maastricht, nous avons joué le jeu d'une Europe unie, certains de nos présidents ont été d'une complaisance extrême pour limiter la place du nucléaire civil, c'était idiot, c'était à la limite de la trahison, mais voilà, tout ça pour les beaux yeux de l'Allemagne. Or, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit la Yougoslavie, elle a co-détruit l'Ukraine avec les Américains, elle a finalement eu une politique extrêmement égoïste de promotion de sa propre industrie, refusant tout protectionnisme européen qui aurait permis des développements plus équilibrés. Elle a écrasé la Grèce en 2015 et lorsque ce bonnet d'Emmanuel Macron est arrivé avec ses grands projets de souveraineté européenne, Madame Merkel l'a ignoré ostensiblement. Et puis ensuite, quand on s'est dit on va quand même faire un emprunt européen, elle l'a fait avec la Commission européenne et non pas avec la zone euro comme Macron le demandait. Donc c'est une série de claques que nous ont donné les Allemands. Et enfin, nous avons une dignité, nous avons un honneur, nous avons surtout des intérêts nationaux à reprendre. Et ils obligent à une rupture profonde avec l'Allemagne. Donc ce qui se passe actuellement est terrible. Si Macron continuait sur l'histoire de ce saut fédéral, etc., ça sera continuer à démanteler la France. Et de ça, nous ne voulons pas. Il faut que ce soit clair. Peut-être que nous serons sauvés par les Allemands eux-mêmes. J'ai vu que l'AfD, dans l'hémicycle allemand, dans le Bundesrat, s'élevait un petit peu et puis posait des questions à Zelensky qui continue son tour, hein, on n'en parle pas toujours, mais il était donc en Allemagne il y a quelques jours pour aller chercher un petit peu d'argent. Et là, l'AfD a clairement dit qu'il fallait arrêter. Et donc, parce que lui, il vend toujours le rempart ukrainien pour défendre la démocratie et l'invasion, et nous défendre de l'invasion russe. Mais là, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent en Allemagne. Oui, en Allemagne, il y a des voix courageuses. J'aime pas énormément l'AfD comme parti, mais l'AfD joue son rôle. Il y a Madame Wagenknecht qui dirige son propre parti, qui a d'ailleurs été écarté du Bundestag par des fraudes électorales. Hein. Et en fait, Monsieur Merz les
les Allemands ne lui ont pas donné de majorité, même avec le SPD. Donc tout ça, oui. Mais vous savez, l'Allemagne va entrer elle-même dans une grande crise. Hein, c'est elle qui perd le plus avec la stupide guerre d'Ukraine, puisque les entreprises allemandes ont vu leurs coûts augmenter de 30%, et on a eu une accélération dramatique de la pauvreté en Allemagne, on a un nombre de faillites records, et les Allemands vont tomber dans une de ces guerres civiles qu'ils ont régulièrement, tous les 2 ou 3 siècles, précisément parce que une partie des élites a joué contre les intérêts du pays, et en l'occurrence les russophobes ont entraîné l'Allemagne beaucoup trop loin et loin de ses intérêts. Bon. Donc je dirais que nous, Français, nous n'avons pas à nous mêler de tout ça. Il faut nous sortir de ça. C'était le grand poète allemand Heine qui disait Français, ne vous mêlez pas des querelles allemandes, parce que vous réconcilierez tout le monde contre vous. Si les Allemands sont en difficulté, je vais dire les choses crûment, mais parce que je crois que tout Français qui se respecte doit être profondément blessé par la trahison par l'Allemagne de l'amitié que la France lui a vouée pendant des décennies. Et donc, tout Français qui se respecte doit dire laissons les Allemands se débrouiller entre eux, sortons du piège de la guerre d'Ukraine, regardons où sont nos intérêts, et nos intérêts, ils sont vers la Méditerranée, vers la francophonie, vers l'Afrique et vers une coopération, parce que n'oublions pas cette chose fondamentale, et tous les sujets dont nous avons parlé sont liés. Grâce au général de Gaulle, nous faisons partie du club exclusif des puissances nucléaires. Donc nos interlocuteurs, c'est pas l'Allemagne qui n'est pas une puissance nucléaire et qui n'a pas le droit de l'être. Nos interlocuteurs, ce sont les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ce sont des grands pays qui, comme nous, possèdent l'arme suprême. Il faut quand même rétablir les choses. Nous nous sommes ridiculisés, humiliés, rabaissés depuis des années devant une Allemagne qui, en matière politique, nous a dit qu'elle allait assurer le leadership de l'Europe et qui, en fait, a échoué sur toute la ligne. L'Europe n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Donc, cessons d'être des patriotes honteux. Revenons à ce qui est la ligne des intérêts français. Si vous êtes de droite, vous trouverez des choses merveilleuses dans la politique du général de Gaulle. Si vous êtes de gauche, il faut relire Jaurès, et Jaurès avait une vision pour la France qui d'ailleurs souvent converge avec celle du général de Gaulle. Et tout ça, c'est finalement... je citais tout à l'heure de Gaulle, la France a un pacte multiséculaire avec la liberté du monde, mais la France est aussi... on peut citer aussi bien Maurras qu'il est Tanger, la France lutte contre les empires, que Jaurès disant la France, elle se met au service de la justice internationale. Et je reviens sur ce que nous disions tout à l'heure, nous avons des juristes internationaux qui sont très respectés dans le reste du monde. Voilà ce qui doit guider notre politique. Eh bien, méditons. Merci, Édouard. Merci, Cédric.